Alors bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse de vous recevoir ce soir, tout le monde, sur la plateforme du wellness. Donc le wellness, la plateforme pour le bien-être de la cellule familiale. Et ce soir, en direct d'Israël, nous avons l'honneur d'avoir Chaya Gebali. Bonsoir Chaya. Allez, bonsoir Yardena, bonsoir tout le monde. Voilà, je vois personne, mais j'ai compris que c'est le fonctionnement, donc on va faire avec. Euh, Chaya. alors, je sais pas si tu veux que je commence tout de suite ou si je dois me présenter. En tout cas, pour celles qui me connaissent ou ceux qui ne me connaissent pas encore, voilà, ma grande spécialité, c'est la formation à la méthode Feuerstein. Je suis conseillère pédagogique et je travaille essentiellement dans l'accompagnement donc d'équipes professionnelles dans des centres qui sont des centres de remédiation cognitive, où on suit à la fois des enfants en situation de très gros échecs scolaires ou alors des enfants en situation de handicap. Ça peut être des enfants, ça peut être des adultes et je vais vous étonner, ça peut être aussi des seniors. Voilà, mais je ne vais pas tout vous dire ce soir. Ce soir, on a décidé que le thème, c'était les enfants. Alors, on va commencer à parler des enfants. J'ai choisi un thème un peu, j'ai envie de dire bateau. Bateau, pourquoi? Parce qu'on en parle beaucoup. L'hyperactivité, aujourd'hui, tout le monde en parle. On a presque envie de dire que quasiment tous les enfants qui sont débordants de vie sont hyperactifs. Et pourtant, les choses ne sont pas si simples. Donc, j'ai choisi ce thème un petit peu volontairement. D'abord parce qu'on en parle beaucoup. Ensuite, parce qu'on entend énormément de choses sur tout ça. Et que je pense qu'il y a, oui, quelque chose à découvrir ensemble et puis peut-être des petites choses à faire dans nos maisons respectives. Donc ce soir, l'idée, c'est pas d'être dans la casquette professionnelle, mais vraiment dans la casquette parents, accompagnants. Qu'est-ce qu'on peut proposer à ces enfants-là? Alors, j'ai envie de vous dire déjà deux choses. Pour aller plus loin, en tout cas, on en parlera en fin de session, mais vous verrez que je travaille sur deux projets. L'un qui est associatif, donc qui s'appelle Delet Laolim. Delet Laolim, c'est une association donc, qui est située en Israël où on a tout un tas de praticiens donc, qui sont à la fois formés à la remédiation cognitive et à d'autres techniques. Ils sont parfois psychomotriciens, parfois spécialisés en brain gym et dans d'autres techniques. Et c'est vrai que les enfants hyperactifs, on en reçoit énormément. Aujourd'hui, on est à plus d'une 50aine d'enfants semaine. Donc forcément, c'est un sujet qui nous concerne tous. Le CFRC, c'est mon centre de formation à la remédiation cognitive et je vous en parlerai à la fin. Alors, j'ai envie de commencer en partant d'un principe de base, d'accord? Partons toujours que l'énergie, c'est quelque chose de positif et qu'un enfant plein de vie, c'est sain, d'accord? Donc, ce n'est pas dès qu'un enfant s'agite qu'on va parler d'hyperactivité. Enlevez-moi tout de suite ça de votre vocabulaire. Un enfant plein de vie, un enfant débordant d'énergie, un enfant qui est curieux, un enfant qui pose plein de questions, un enfant qui attire souvent votre attention, un enfant qui a envie de vous parler, c'est quelque chose qui peut être extrêmement positif. D'accord? On ne va pas forcément parler de troubles de l'attention et on ne va pas du tout en parler, à moins que, et c'est le à moins que qui m'intéresse. Donc déjà, pas tous les enfants débordants d'énergie ne sont atteints du TDAH. Je vous dis ça pourquoi? Parce que comme on en parle beaucoup de l'hyperactivité, on parle beaucoup du trouble du déficit de l'attention, donc forcément, on a très très envie de mettre tout un tas d'enfants dans cette catégorie-là, et c'est pas si simple. Et c'est pour ça qu'on va d'abord commencer par quels sont les signes, à quel moment je dois consulter, quand est-ce que moi, parent, je dois être alertée, à quel moment je dois en tenir compte, et puis aussi, surtout, s'intéresser ce soir à tout ce qu'on peut faire dans nos maisons. D'accord? Il y a énormément de petites choses qu'on peut mettre en place dans le quotidien de nos maisons, et c'est vraiment pour moi l'objectif de ce soir. J'ai deux objectifs avec vous ce soir. Le premier, c'est peut-être de vous amener à une réflexion sur des enfants qui seraient peut-être trop agités, et là, à aller faire poser un diagnostic pour pouvoir mieux les aider. Donc, première catégorie. Deuxième chose, c'est si vous savez déjà qu'il y a un trouble de l'attention, qu'il a été posé, qu'il a été diagnostiqué, c'est de vous amener, en tout cas c'est ce que je souhaiterais, que vous sortiez de cette soirée avec plein de petites astuces à mettre en place très simplement, très facilement dans votre quotidien, dans vos maisons, hormis le fait que vous aurez probablement aussi besoin de faire appel à des professionnels. Mais il y a quand même beaucoup de choses que dans l'environnement on peut faire. Et j'ai envie de vous dire,
un des principes fondateurs de la méthode Feuerstein, c'est de dire que s'il y a un médiateur, et ça vous regarderez la première vidéo qu'on avait fait dans Wellness, Yardena, c'est que nous, en tant que parents, nous pouvons vraiment aider nos enfants. Alors, on ne peut pas tout résoudre, forcément. On a souvent besoin de professionnels, mais un parent avisé, un parent conscient de la difficulté d'un enfant, un parent médiateur, c'est-à-dire qui a envie de créer du changement, en faisant quelques petites choses dans sa maison, va être capable de pouvoir le faire. Si on est d'accord sur ça, on peut avancer sur ce soir. Alors, on y va. Le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, déjà, à partir de quand on en parle? Quels sont les signes? Qui pose le diagnostic? Ça paraît rien, mais ça me paraissait quand même important de revenir dessus. D'accord? Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle de TDA ou de TDAH. Vous avez forcément lu quelque chose dessus, entendu une émission. Voilà, c'est vraiment un sujet d'actualité. Mais j'ai envie de m'arrêter sur le point commun. Quand on parle de troubles déficitaires de l'attention, avec ou sans hyperactivité, vous allez avoir des points communs qui vont se manifester. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui peuvent vous paraître très calmes, qui ne dérangent pas dans les classes. Et souvent, ceux-là, on va mettre très, très, très longtemps à les repérer. Pourquoi? Parce qu'ils sont aimables, parce qu'ils ne font pas de bruit, mais en fait, ils sont dans leurs pensées, dans leurs rêves. Ils ont une grande créativité. Ils sont débordants d'imagination, mais ils ne sont pas là quand on leur parle. Et donc, très souvent, on va parler du trouble du déficit de l'attention. Vous avez d'autres enfants, ceux-là, on les repère très, très vite, beaucoup plus vite d'ailleurs. Ce sont ceux qui ont le trouble de l'attention avec l'hyperactivité. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, dans ces deux cas-là, vous aurez deux points communs. Le premier point commun, et je vais, attention, développer chaque élément, c'est que vous allez voir qu'on va parler d'impulsivité. Alors, c'est quoi l'impulsivité? On pourrait parler d'étourderie, on pourrait parler, vous savez, quand vous étiez à l'école et qu'au lieu de faire 2 plus 5, vous avez fait l'opération 2 fois 5, ce qu'on appelait les fautes d'étourderie, d'inattention. C'est-à-dire qu'à un moment, tac, on décroche et hop, on a une minute d'inattention. Donc, on va distinguer l'impulsivité de l'inattention. L'impulsivité, c'est le fait de rendre très rapidement, par exemple, de commencer trop vite à faire alors qu'il faudrait 1 minute réfléchir, un grand slogan de la méthode Feuerstein. L'inattention, c'est quand je fais, mais à un moment, je déconnecte. C'est comme si vous avez une petite coupure de réseau Wi-Fi. C'est quelque chose de neurologique. Enfin voilà, il y a une explication très claire à ça. Mais en tout cas, on va trouver des enfants, et sachez que ça ne touche pas que l'enfant, le trouble de l'attention, d'accord? Mais ce soir, on va parler que d'enfants. Ça touche aussi des adolescents, ça touche aussi des adultes, évidemment. Et c'est des troubles qui évoluent. C'est-à-dire que plus on grandit, plus le trouble nous accompagne, quand on en est, en tout cas quand on est un tas. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'on va s'intéresser à deux grands pôles. Le premier pôle, c'est l'impulsivité. Une des caractéristiques de ce TDAH, c'est d'être très impulsif. On n'a pas fini la question qu'ils ont déjà répondu. On n'a pas donné la consigne qu'ils sont déjà en train de faire. Je vais vous donner un exemple très mignon, mais très parlant aussi. J'avais reçu un jeune garçon, un enfant de 3 ans. Et en fait, sa maman me racontait qu'elle n'avait pas commencé à une activité de cuisine avec lui, qu'il avait déjà sorti le tamis, sorti la farine, renversé la farine, et qu'en fait, la moindre activité se transformait parfois en catastrophe, alors que ça partait d'un moment de partage. Cette impulsivité-là, elle est très parlante. Et elle va se manifester, notez-le, dans plusieurs domaines. Ça va être une impulsivité dans la manière de parler, ça va être une impulsivité dans la manière de penser, et ça va être aussi une impulsivité beaucoup dans la gestuelle et dans le contrôle du corps, mais on va s'arrêter dessus. Ça va jusque-là? Je continue parce que tout est en silence. L'inattention. Alors, l'inattention, vous savez ce que c'est? Vous savez, c'est quand vous êtes au volant et puis vous tournez 1 minute, ce qu'on fait tellement aujourd'hui, malheureusement, les adultes, 1 minute d'inattention sur un téléphone, et hop, où j'en étais déjà? À quoi je pensais? Qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Alors, encore une fois, on ne parle pas toujours de troubles déficitaires de l'attention, mais l'attention, c'est finalement quelque chose, c'est une forme de déconnexion. L'hyperactivité motrice, ça, je n'ai pas besoin de vous le décrire, ce sont des enfants qui ont tout le temps besoin de mouvement.
Ce sont des enfants qui ont sans arrêt des gestes d'agitation. Alors, il y a plein de petites choses aussi qu'on peut mettre en place et on va en parler juste après. Mais je vous en donne un tout de suite. Si votre enfant a énormément de mal à rester sur les temps de repas, parce que ça va être un des premiers types, j'ai envie de dire, sur lesquels je vais vous conseiller de travailler, alors vous allez lui acheter un coussin à picot. Ça paraît rien, mais le simple fait qu'il s'asseye et qu'il ait la sensation d'être sur des picots, parfois ça leur permet de réguler cette hyperactivité motrice. Alors après, à l'extrême, vous avez aussi ceux qui se mettent en danger, d'accord? C'est pas rien, c'est pas un détail, et ça vous dit déjà qu'on va prendre une grande bouffée d'oxygène pour continuer. Si un enfant il a de l'hyperactivité motrice, il vous faut une bonne dose de patience, de calme, et c'est ce qu'on va essayer de créer ensemble. Est-ce que ça va? Je peux continuer? Alors, si on devait donner quelques signes, des signes pour les mamans qui ne savent pas, qui se posent la question, mais est-ce que mon enfant est hyperactif ou pas? Je ne sais pas. Alors, il est évident qu'à un moment, il faut consulter. D'accord? Je n'ai pas une baguette magique et encore moins à travers Zoom. Il faut aller voir quelqu'un, un professionnel. Ceux qui posent le diagnostic, votre pédiatre peut vous aider, le pédopsychiatre peut m'aider, un psychologue peut m'aider. Souvent, les psychomotriciennes, elles ont quand même des tests comme enfin voilà, il y a tout un tas de professionnels qui peuvent vous aider. Le diagnostic est important, je vais aussi vous dire pourquoi. Parce qu'une fois qu'on sait ce à quoi on doit faire face, le diagnostic, ce n'est pas pour enfermer un enfant. C'est toujours pour mieux le comprendre et c'est aussi surtout pour lui donner les droits qui lui reviennent. Donc, partez toujours de cet état d'esprit. Je sais qu'on est très réfractaire et je vous dis, je travaille beaucoup dans le monde du handicap. On n'aime pas toujours poser les diagnostics parce que le diagnostic, on a l'impression que ça fiche quelque chose. Mais souvent, dans la thérapie, c'est notre point de départ. Le diagnostic, il va aider le parent à comprendre ce dont souffre son enfant, si c'est un trouble de l'attention, et il va aussi surtout nous aider à lui donner des droits parce que forcément, il y a des droits, il y a des adaptations qui vont être mises en place. Donc, n'oubliez pas qu'on a besoin de tout ça dans l'environnement. Je reviens sur la thématique attention, impulsivité, hyperactivité. Alors, beaucoup de fautes d'inattention, ça se voit dans le quotidien, d'accord? C'est, je pars à mon activité sportive, j'oublie mon sac. Alors, on a tous un jour oublié nos clés. D'accord? On a tous un jour oublié nos cartes bleues, on a tous un jour oublié des affaires. Mais on va se rendre compte que finalement, qu'est-ce qui va nous faire penser à faire ce diagnostic? C'est deux choses, ces deux critères, et j'en parle très souvent. C'est la fréquence et l'intensité. C'est pas parce que mon enfant oublie 2-3 fois ses affaires que je vais tout de suite commencer à m'inquiéter. C'est la fréquence. Est-ce que ça arrive régulièrement? Est-ce que ça arrive pratiquement tout le temps? Ça, c'est la fréquence. Si c'est très, très, très fréquent, à un moment, ça mérite de s'interroger. L'impulsivité, comment elle se manifeste? Alors, l'impulsivité, on pourrait dire qu'ils sont rapides, mais ce sera souvent des enfants qui vous coupent la parole au milieu, qui n'attendent pas leur tour, qui ont une grande difficulté à garder leur calme, qui agissent avant de réfléchir. Tout ça, ce sont des petits signes, encore une fois, qui peuvent nous alerter. Mais on est tous à certains moments impulsifs. Et c'est pour ça que je vous dis un moment, encore une fois, fréquence. Est-ce que ça arrive de temps en temps? Est-ce que ça arrive très fréquemment? Ou est-ce que ça arrive tout le temps? Selon les réponses que vous aurez, c'est là où il faut aller s'orienter. L'hyperactivité, je pense que c'est la chose la plus visible. Alors, ce sont des enfants qui bougent tout le temps sur la chaise. Vous sentez qu'il y a une très, très, très grande difficulté et elle est réelle et elle n'est pas inventée et elle n'est pas théâtralisée. Enfin, il n'y a pas de jeu ici. On sent vraiment que c'est extrêmement difficile pour l'enfant de garder une position assise. Il se lève très fréquemment. Il a très souvent besoin de toucher des objets dans sa main pour pouvoir écouter. Il y a un grand besoin de mouvement. Alors, j'ai envie de vous dire, vous connaissez un seul enfant qui a appris à marcher sans se mouvoir? Nous savons tous que le mouvement fait partie de nos besoins de développement, même nous les adultes. Donc finalement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les signes, la marge entre TDAH ou pas, elle est très fine. Elle va vraiment dépendre de la fréquence.
L'intensité, je vais beaucoup en parler dans l'émotionnel. L'intensité, ça va dépendre aussi à quel niveau. Alors, on va parler un peu plus tard de ce qu'on appelle les crises de colère, les énervements, etc. Et encore une fois, gardez en tête fréquence et intensité. C'est pas parce qu'un enfant rêve de temps en temps. Un enfant rêveur, c'est un enfant qui a de l'imagination. Mais tous ne sont pas forcément TDAH ou TDA. Un enfant qui oublie ses affaires au départ, c'est pas forcément une preuve qu'il y a un trouble de l'attention. Ce que je veux que vous compreniez ici, et c'est très intéressant de le voir, souvent le diagnostic il est posé sur la base d'un questionnaire. Dans les pays anglo-saxons, comme Israël, on va donner un questionnaire qui s'appelle le DSM-5. On va le donner à la famille et on va le donner aux enseignants, d'accord, que ce soit en maternelle ou en primaire. Ce sont des questionnaires qu'on transmet. Et dans les questionnaires, vous allez retrouver ce type de questions. Mais à quel moment on va décider on va donner le diagnostic, c'est quand très souvent la réponse est oui. Oui, il fait beaucoup de fautes d'inattention. Oui, il oublie toujours ses affaires. Oui, il a des difficultés à rester assis sur une activité. Oui, il n'attend pas la fin de la réponse. C'est-à-dire que quand vous avez à la fois attention, impulsivité et en plus hyperactivité, c'est là où on va poser le diagnostic. D'accord? Donc, dites-vous que à la fois tous ces facteurs, ils font partie du développement de beaucoup d'enfants, mais à la fois, quand c'est trop fréquent et trop intense, c'est là où on va devoir poser un diagnostic. Est-ce que ça va jusque-là? Alors, Yardena, je suppose que les questions, c'est à la fin. Je vais continuer. C'est parfait. Alors, Parfait, Raya. d'accord. Donc, vous gardez bien en tête que on a ces trois champs finalement qui sont à la fois les champs de difficulté, mais vous allez voir qu'il va y avoir des conséquences à tout ça. En tout cas, se laisser vite distraire, d'accord? Je me laisse vite et je deviens distrait, j'agis avant de réfléchir ou alors je bouge tout le temps. On pourrait aussi le dire pour nous adultes, d'accord? On pourrait le dire sur beaucoup d'enfants. Mais dites-vous encore qu'un enfant plein d'énergie n'est pas pour autant TDAH. La réciproque aussi, d'accord? Il faut vraiment vous dire que sans un diagnostic précis, et j'insiste lourdement sur le diagnostic, il nécessite soit un neurologue, soit un psychologue, soit voilà, un professionnel, ça peut être un pédopsychiatre, ça peut être votre pédiatre, et ainsi de suite, mais il faut vraiment à un moment se poser et poser réellement la question, parce que très souvent, dans les projets, dans les thérapies à mettre en place, il va y avoir des implications. Est-ce que je peux avancer? Alors, on continue. Alors, c'est très important aussi de savoir qu'une fois que le diagnostic a été posé, il y a des étiquettes que vous devez enlever. Un enfant qui a un trouble de l'attention, il n'est pas fainéant. Il a une vraie difficulté à rester dans des apprentissages. Il n'est pas fainéant. Quand il ne range pas sa chambre, il n'est pas fainéant. Il ne sait peut-être pas comment s'y prendre. Quand il renverse des choses, quand il brise, quand il casse, il ne fait pas exprès. Il est envahi parce qu'il n'a pas cette régulation. Il n'est pas forcément gâté, il n'a pas une mauvaise volonté, c'est pas des mauvais parents. Arrêtons de nous sentir responsables de tous les maux de nos enfants. Nous ne sommes pas des mauvaises mères parce que nos enfants ont des difficultés ou ont des troubles. Ça n'a rien à voir. Le trouble, le TDAH, c'est un trouble aujourd'hui qui est reconnu, il a une origine neurologique. D'accord? Donc, c'est des choses de naissance. On pourrait, et aujourd'hui, vous savez qu'on attribue ça, il y a tout un tas de causes, de raisons, il y a tout un tas de facteurs qui vont influencer, comme les colorants, l'alimentation. Je ne vais pas rentrer dans tout un tas de choses. Je pense que Yardena, elle fait plein de conférences, et j'imagine que dans tout ce qui concerne l'alimentation, le sport, le bien-être, vous trouverez aussi des solutions. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand on est parent, c'est très important de se dire, mon enfant, il a une difficulté, il a un trouble. C'est pas la même chose que de l'accuser d'être fainéant, d'être de mauvaise volonté, ou alors de s'accuser d'être de mauvaise mère. Là n'est pas la question. En Feuerstein, j'ai retenu une grande leçon. Pourquoi il est TDA ou TDAH, je n'en sais rien. Il est né comme ça. Ce qui va être important, c'est comment je fais pour l'accompagner. Et ça reste toujours un point de départ. Le comment est toujours plus important, mesdames, que le pourquoi. Pourquoi c'est arrivé, je n'en sais rien. Je n'ai pas la réponse. Mais forcément, quand on est dans cette démarche du comment, on met moins d'étiquettes. On ne va pas juste dire
ah bah celui-là, de toute façon, il n'arrive pas, il fait toujours exprès, il est insupportable. Enfin, tous les mots qu'on dit et qu'on voudrait arrêter de dire, mais qu'on entend encore. Voilà, je pense que si on arrive à reprendre, que la cognition reprenne le dessus, même la nôtre en tant que parent. Il ne fait pas exprès, je ne suis pas une mauvaise maman, c'est un trouble, c'est une difficulté, et plus je vais le comprendre, mieux je vais pouvoir aider. Est-ce qu'on continue? Allez, on y va. Alors, je vais un petit peu vous donner, dans l'approche de Feuerstein, on considère, et j'en parle beaucoup parce que pour moi, c'est un des merveilleux outils dont on dispose, qui permet d'aider. Alors, encore une fois, je ne parlerai pas de guérir du trouble d'apprentissage, du TDA, du trouble de l'attention, mais je parlerai plutôt d'apprendre à nos enfants à s'y confronter, de leur donner des outils pour apprendre à se réguler et parfois aussi de comprendre ce qui leur arrive. D'accord? Donc, j'ai envie de vous dire, finalement, il y a plusieurs domaines qui vont être touchés, il y a plusieurs manifestations de ce trouble. Alors, le premier, c'est le plus connu, d'accord? C'est la difficulté de concentration. Très clairement, les enfants qui ont un trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité, vont avoir une difficulté de concentration. Maintenant, je vais vous dire un secret. En pourcentage, un enfant qui a un TDA avec hyperactivité a beaucoup plus de chances de se faire renvoyer d'un établissement. Les TDA, dites-vous qu'ils ne dérangent pas. Mais le grand problème, c'est que les deux, parce qu'ils ont des difficultés de concentration, vont perdre beaucoup d'informations et leur apprentissage risque d'être très impacté par ça. Donc, dites-vous qu'il y a quand même des conséquences similaires qui sont des conséquences de cette difficulté-là. Alors, la deuxième chose, ce n'est pas une obligation, d'accord? Mais très souvent, quand il y a un TDAH, on va voir une difficulté d'apprentissage associée. Difficulté en lecture, difficulté en écriture, difficulté dans la compréhension de consignes. On va retrouver, alors, ce n'est pas une condition sine qua non, d'accord? Mais c'est important de savoir que très souvent, le TDAH peut être associé à un trouble d'apprentissage. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez trouver, même dans le handicap, par exemple, des enfants porteurs de trisomie qui sont aussi TDAH, des enfants ayant des troubles 10 qui sont aussi TDAH, d'accord? Donc, il faut savoir que parfois, il y a une association de plusieurs choses et il faut être attentif à ça parce que ça va aussi orienter la prise en charge. Alors, encore une fois, inutile de vous dire, et je vais pas en parler toute la soirée de la méthode Feuerstein, mais vous comprenez que quand on s'intéresse à l'apprentissage, forcément, on va toucher au TDAH parce que la concentration, l'apprentissage, c'est quand même des prérequis qui vont être nécessaires. Je vais aller un peu plus loin et je vais parler des difficultés d'organisation. Le TDAH, ce qui va être très flagrant chez lui, c'est cette difficulté à s'organiser. S'organiser dans le temps. Le temps n'existe presque pas. S'organiser dans ses affaires, s'organiser dans son savoir, s'organiser même dans la structure familiale ou dans la compréhension d'un fonctionnement, des difficultés d'organisation générale dans tout un tas de domaines. Et là, maman, à toutes les mamans de ce soir, il y a beaucoup de choses qu'on peut, oui, faire dans nos maisons. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir un trouble, oui, il faut poser le diagnostic, mais ça ouvre un champ de possibles. Et c'est ça qui nous intéresse ce soir. Alors, les difficultés sociales, elles ne sont pas obligatoires non plus. Tout ce que je vous dis, ce n'est pas une obligation. Mais ce sont des manifestations possibles, ce sont des manifestations probables et ce sont des choses auxquelles on doit être attentif. Ce sont des enfants qui parfois ont beaucoup de mal à réguler leurs émotions. Puisqu'ils vont vite, puisqu'ils vont vite vous donner, couper la phrase, ils vont aussi très souvent faire ça avec leurs amis. Ils vont aussi très souvent agir avant de réfléchir. Donc, dans les réponses émotionnelles, ça va aussi se traduire, ça va aussi se manifester. Ils peuvent avoir aussi une vraie difficulté à être conscients de leurs émotions. On va reparler de tout ça. Donc, social et émotionnel, c'est lié, d'accord? Plus je suis conscient de mes émotions, plus je vais pouvoir m'adapter à des situations sociales, etc. Donc, il faut savoir que ce sont un petit peu des manifestations, mais toutes ces manifestations nous ouvrent aussi tout un champ de travail de choses qui sont importantes à mettre en place lorsqu'il y a eu un diagnostic posé. D'accord?
tous ces domaines-là sont importants. Tous ces domaines-là ne sont pas forcément à travailler, j'insiste sur ça. La concentration, c'est une condition, d'accord? C'est la première manifestation du trouble. L'apprentissage, pas toujours, mais souvent. L'organisation, les difficultés sociales et émotionnelles. À vous, parents, de voir un petit peu où votre enfant est un petit peu dans tout ça. À vous de le situer. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux continuer? Oui. Oui? Allez, on continue. Alors, dans l'aspect, je vais reprendre un petit peu ces 4 domaines. Je vais peut-être les faire dans un ordre différent et on va discuter ensemble. Quand on parle de difficultés d'apprentissage, voilà des signes qui doivent vous alerter, d'accord? Une difficulté à se concentrer, ça, c'est des choses que vous voyez très rapidement. Soit les enseignants vont vous le signaler, quel que soit l'âge de l'enfant, c'est des choses qu'on nous signale très vite. Vous allez voir aussi que même dans des activités qui peuvent être intéressantes, on va à un moment perdre leur attention. Très, très vite, ils vont se lasser, passer d'une activité à une autre. Il va y avoir aussi dans l'aspect apprentissage tout un travail sur, en fait, une difficulté dans la compréhension des consignes. Donc, c'est encore des éléments qui doivent nous faire tilt en tant que parents. Est-ce que dans le rendu de ces devoirs, c'est quelque chose de... Enfin voilà, je pense que faire les devoirs avec son enfant, c'est un vrai défi. Mais quand ce sont des enfants TDAH, c'est encore un plus grand défi. L'organisation dans le travail, perte et oubli du matériel scolaire, tout ça, quand c'est fréquent, j'insiste sur ça, ce sont des signes qui doivent nous alerter. Mais au-delà des signes, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Alors, on y va? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà, vous devez savoir qu'il existe plusieurs types de prise en charge, d'accord? Très souvent, des enfants qui ont un TDAH, ils vont commencer soit par une prise en charge, alors vous allez me dire pourquoi, par une orthophoniste, parce qu'elle va travailler la régulation de l'impulsivité à travers le langage. Mais j'ai envie de vous dire, quelles que soient les choses que vous mettrez en place, que vous commenciez par une orthophoniste, que vous commenciez par une psychomotricienne, que vous commenciez par une méthode, que vous commenciez par de la médiation, il y a une chose qui fonctionne tout le temps. Plus les différents acteurs autour d'un enfant vont échanger, vont se mobiliser. Et j'insiste beaucoup sur ça, c'est-à-dire même si vous l'envoyez chez un excellent psychologue ou chez une excellente orthophoniste, mais c'est dans l'échange entre la famille, les parents, les thérapeutes et les différentes rééducations, cet échange-là est fondamental parce qu'ils nous permettent, de voir l'enfant dans sa globalité. N'oubliez pas que vous avez votre enfant à la maison, mais à l'école, il est tout le temps en groupe. Et les gens qui vont le suivre, ils vont le voir souvent qu'en individuel, ce qui fait que chacun a un autre regard sur ce même enfant. Mais si on arrive à échanger et à fixer un dénominateur commun, par exemple, et je vous le dis, la première chose qu'on fait en Feuerstein, c'est 1 minute, je réfléchis. Ça paraît rien 1 minute, mais je vous promets, vous les mamans, prenez un sablier et dites à votre enfant, tu restes assis 1 minute. Tournez le sablier d'1 minute et laissez le sable couler. 1 minute, ça peut paraître très long. Donc, le 1 minute, c'est quelque chose qu'on peut instaurer à l'école, à la maison, chez le spécialiste. Et ce qui est intéressant, c'est quand on travaille tous ensemble. Et la portée, la puissance de ce qu'on peut faire tous ensemble, c'est toujours plus intéressant que si je suis seule dans ma maison ou l'enseignant seul dans son école ou la thérapeute seule dans sa salle. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à un moment, c'est l'échange qui va permettre de créer une dynamique. Alors, je parle à des mamans ce soir, mais ne déposez pas vos enfants chez des spécialistes en pensant qu'ils feront mieux que vous. C'est une grande erreur. Un professionnel, il a un savoir, mais personne ne saura faire ce que vous savez faire avec votre enfant dans votre quotidien. Vous les avez bien plus longtemps que nous. Moi, quand on m'amène un patient, c'est pour 45 minutes, au mieux. Et si j'ai un peu de chance, c'est 2 fois dans la semaine, mais pas plus. Les parents, vous les avez au quotidien. Vous avez les temps de vacances. Ces temps sont extrêmement précieux si vous arrivez à les optimiser. Ça veut dire que quand vous déposez, et ça, je dois vous dire qu'en Feuerstein, c'est très important, de temps en temps,
Allez, demandez, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma maison? Qu'est-ce que je peux faire pour accompagner mon enfant? Voilà les temps où c'est difficile. Comment je vais instaurer des routines? Ces échanges-là vont faire de vous des vecteurs de ce qu'on appelle, nous, la médiation. C'est-à-dire, vous allez démultiplier. C'est comme si, au lieu d'avoir une séance, votre enfant, il en avait eu 10, sauf qu'il aura eu beaucoup de chance, ça se sera fait en grande partie avec sa maman. Les professionnels accompagnent, certes, mais la puissance de ce que vous allez mettre en place au quotidien va décupler le résultat de cette prise en charge. Et c'est pour ça que je crois fermement dans tout ce qui est accompagnement du parent. Alors, on va aller sur comment traiter. Je vous ai dit que le premier champ qui est très déstabilisé dans le trouble de l'attention, c'est le champ de l'organisation. Des enfants qui sont souvent en retard, ou alors au contraire, qui vont partir 3 heures en avance, ou qui pendant 3 heures vous demandez « mais c'est à quelle heure qu'on part? Mais c'est à quelle heure qu'on part? Mais c'est à quelle heure qu'on part ?» Vous reconnaissez quelques enfants? Voilà, donc ça peut être très stressant, ça peut demander beaucoup d'énergie à un parent, mais en tout cas, on se rend compte qu'il y a une difficulté dans tout ce qui a trait au temps. Difficulté même de repérage sur les mois de l'année, etc. On va se rendre compte que cette difficulté, elle est aussi valable dans l'espace. L'espace, c'est tout ce qui est organisation, rangement dans l'espace. Ça va être aussi dans la gestion parfois de leur corps, les difficultés de coordination. On va voir aussi qu'il y a des oublis fréquents et on va devoir mettre en place des petits rituels, des petites listes pour les aider. Une organisation dans le rendu des devoirs. Alors, pourquoi je vous parle des devoirs? Parce que les devoirs, on voudrait toujours qu'ils soient faits en un temps restreint. Mais imaginez un parent qui a 3 enfants, dont 1 ou peut-être 2 ont un TDAH, ben le temps de devoir, il va être multiplié par 4. Sauf si il se rend entièrement disponible, ce qui est quand même pas évident à faire au quotidien. Donc, on va se rendre compte aussi que dans tout ce qui est devoir, il va y avoir des choses à mettre en place pour qu'on ne perde pas ses enfants et qu'ils ne s'interrompent pas 14 fois au milieu de son activité. Difficulté à être à l'heure et à s'engager sur la semaine suivante. Vous leur donnez une interrogation à préparer le lundi, ce n'est pas pour autant qu'ils vont tous les jours y penser. D'accord? Du moment qu'ils l'ont reçue, elle est déjà oubliée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Ça, c'est ce qui m'intéresse ce soir. D'accord? Première chose, je le dis pour tous les enfants, les rituels sont importants. Les rituels sont rassurants. Oui, mais pour les enfants qui ont un trouble de l'attention, les routines vont être vitales. Écoutez bien, vitales. Donc, on va instaurer des routines du matin et des routines du soir. Des routines pour éviter de répéter sans arrêt les mêmes choses. Donc, au départ, alors quand vous instaurez une routine, je dis toujours, il faut être très précis. Ne mettez pas 20 choses dans votre routine, d'accord? On commence par 3 choses. J'en sais rien. Tu t'es brossé les dents, tu as pensé à ton cartable, tu as mis ton matériel scolaire, tu as pris ton goûter et puis tu es prêt à telle heure. On va partir sur 3 choses. Et on va utiliser, et là je vous dis, si vous avez besoin de tableau et que ça fonctionne, mettez un tableau avec un dessin, même pour des très jeunes enfants. Un dessin du goûter, un dessin du cartable, un dessin de ce qu'indique la montre à l'heure où on doit partir. Pour un jeune enfant, ça va être ce système-là. Pour le plus grand, vous lui dites, bah alors fais-moi une liste des 3 choses que tu ne dois pas oublier le matin. Et ce qui est très intéressant, le matin, dites-vous que vous aurez besoin de 5 minutes de plus. Donc, vous commencerez 5 minutes plus tôt, parce que quand on est très, très, très pressé, ce n'est pas là où on peut aider l'enfant TDAH. Quand vous êtes dans l'urgence, vous ne pouvez plus lui apprendre. Vous n'êtes plus dans l'apprentissage. Vous êtes déjà dans l'urgence. Donc, si je veux lui apprendre, premièrement, je dois parler de cette routine la veille dans 3 minutes de calme. Deuxièmement, je dois fixer des objectifs très clairs. Donc, 3 choses dans la routine, par exemple du matin ou la routine du soir, et je vais les répéter. Alors, quand je dis répéter, ne me faites pas ça sur une semaine, ça ne suffit pas. Les neurosciences nous ont appris qu'il faut au minimum 3 semaines, et moi, je vais être encore plus généreuse. Faites-le quotidiennement pendant 1 mois. Et après, dites-moi, si c'est moins fréquent les oublis, vous avez déjà gagné. Vous avez déjà gagné, il a progressé. Donc, la routine, c'est quelque chose qui va permettre, alors, je n'ai pas dit
d'organiser tout, ça ne va pas tout résoudre, mais ça va nous permettre de commencer à créer une organisation. Ça va nous permettre aussi de limiter ces oublis qui sont très fréquents. Donc, ça a l'air de rien, mais c'est une chose. Et oui, ça, c'est les parents qui l'instaurent, les routines. C'est simple, c'est efficace et ça marche, je vais vous dire, bien au-delà du TDAH. Ça marche pour tous les jeunes enfants, ça marche pour les enfants qui ont des difficultés émotionnelles, d'accord? Plus je suis organisée, plus j'ai un cadre, plus ça me rassure. Donc, vous allez avoir différents effets et faites-le avec tous vos enfants, pas que le TDAH. La deuxième chose, vous allez devoir discuter des changements. Il y a des matins où on est très pressé. Il y a des moments où il y a des changements. Ce n'est pas moi qui suis venue te chercher à l'école. Il y a des moments où un enseignant, quand tu es adolescent, il t'a fait une interrogation que tu n'as pas eu le temps de préparer. Il y a des moments où tout à coup, tu te retrouves un adolescent avec plus de devoirs que ce que tu pensais. Et ça va mettre à mal un petit peu toutes tes activités. Donc, à un moment, c'est de leur apprendre aussi à anticiper. Mais l'anticipation, elle va nous permettre aussi de travailler à un moment la flexibilité. Si ce n'est pas exactement comme prévu, alors comment on pourrait faire? Alors, je parle un peu dans le vide, je m'excuse, mais à un moment, si vous avez des questions, il faudra me les poser. Alors, peut-être tout à la fin, on va les garder, mais on va continuer. La troisième chose, vous connaissez les consignes qui sont aussi longues qu'une poésie? Alors, je te demande, s'il te plaît, allez, n'oublie pas, cherche tes affaires, va mettre ton cartable. Une consigne à la fois. Le TDAH ne peut pas traiter trop d'informations à la fois. Donc, soyez très précis. Mais il y a autre chose que je veux vous dire. Le TDAH, très souvent, il a un parent TDAH. Et quand on lui dit, dans 5 minutes, tu arrêtes de jouer, ou dans 5 minutes, tu arrêtes d'être sur l'ordinateur, ou dans 5 minutes, tu arrêtes, j'en sais rien, de jouer sur ta Game Boy, je ne sais pas, bon bref. Mais on oublie nous-mêmes les 5 minutes. Nous aussi, le temps, il peut passer en tant que parent. Le parent d'un TDAH, il doit se dire, puisque mon enfant, il a des difficultés d'attention, ça va me demander à moi d'être beaucoup plus précis et beaucoup plus attentif. Quand je dis dans 5 minutes, c'est 5 minutes. Et c'est vrai que tu vas être frustré quand je vais te faire arrêter une activité qui te fait plaisir, mais du fait que je t'ai prévenu, maintenant, je te demande de le respecter. Et c'est petit à petit que vous allez construire cette conscience. Donc, en fait, par des petites choses, en créant des rituels, en l'aidant à anticiper, en étant très précis sur les consignes que vous donnez, vous êtes déjà en train de l'aider à. C'est fantastique, mais ça vous demande d'être extrêmement, extrêmement, extrêmement précis sur ce que vous faites. La quatrième chose, ça va vous faire drôle. Alors, nous, on appelle ça la réciprocité dans Feuerstein. Très souvent, je suis occupée à faire, tu veux bien, s'il te plaît, faire tes devoirs? Vous ne pourrez pas. Ça ne marche pas. Vous devez vous assurer qu'il a entendu la consigne et qu'il a compris. Parce qu'après, vous allez vous épuiser à le répéter 10 fois. Donc, il vaut mieux prendre 1 minute de temps de qualité pour vous assurer. Alors, comment on s'assure qu'un enfant il reçoit ce que j'attends de lui? Déjà, c'est regarder dans les yeux. Je vous promets que ça paraît rien. Mais excusez-moi. Tu veux bien? Ça, c'est les armes insupportables. C'est une arme de perturbation massive, le téléphone. Ça vous fait perdre votre attention, ça leur fait perdre leur attention. Je ne vais pas faire un cours sur le temps des écrans ce soir, d'accord? Mais dites-vous que notre attention, elle est sans arrêt dérangée aujourd'hui. Donc, il y a ici une réflexion à avoir sur le temps qualitatif que je passe avec mon enfant. Quand je suis avec lui, je suis vraiment avec lui. Quand je lui donne une consigne, je veux vraiment qu'il soit avec moi. Donc, s'il a le dos tourné, s'il est dans sa chambre, s'il est occupé avec quelque chose qui l'intéresse, je vous dis tout de suite, il ne vous a pas entendu. Ce n'est même pas une question de compréhension, il ne vous a peut-être pas entendu. Est-ce que ça va jusque-là? On continue. Alors, j'ai envie de vous dire, on ne va peut-être pas tous les faire, mais donner des repères spatiaux. Le quand, c'est important. Dans 2 jours, dans 3 jours, dans 10 minutes, dans 1 heure, dans 1 semaine. Avec les adolescents, je t'ai demandé de rentrer à 22h30. Ce n'est pas minuit, ce n'est pas la même règle. Alors, encore une fois, l'organisation, elle va nous renvoyer dans la parentalité
à la fois à une forme de rigueur à mettre en place dans nos foyers. Alors, je sais que ce n'est pas très à la mode, mais quand je dis rigueur ou quand je vais parler de règles, ça ne veut pas dire sévère, ça ne veut pas dire illogique, d'accord? Ça veut juste dire poser un cadre rassurant, mais un cadre bien stable. Être constant, ça veut aussi dire que quand je te demande de rentrer à 22 heures et que toi, tu rentres à minuit, je suis désolée, mais la prochaine fois, je ne peux pas te laisser sortir. Pas parce que je ne veux pas, mais parce qu'il y a quelque chose dans la constance qui doit s'installer. Dans l'organisation, on vient de voir ensemble que finalement, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour aider un enfant TDAH. D'accord? Les rituels, les temps, l'anticipation, la précision de nos consignes, les repères spatio-temporels, la réciprocité, toutes ces petites choses-là, croyez-moi qu'elles méritent d'être installées et elles ne sont pas si simples à installer. C'est des choses qui vont vous demander du temps, de la patience, mais qui fonctionnent très bien d'expérience. Est-ce que ça va jusque-là? Alors, de combien de temps on dispose encore, Yardena? Tu as tout le temps que tu as besoin encore. C'est tellement riche et intéressant, Raya. Donc, Alors, je vais aller sur l'aspect social. Alors, je suis une grande adepte des émotions. Enfin, je donne beaucoup de cours, d'ateliers, etc. sur les émotions. Mais je voudrais revenir un petit peu sur tout ce qu'on peut faire dans l'aspect social. Alors, encore une fois, j'ai parlé, je m'excuse, mais je vais revenir sur la difficulté sociale que j'ai expliquée tout à l'heure. Donc, le TDA ou le TDAH peut avoir une difficulté sociale. La difficulté sociale, elle peut s'exprimer par j'ai personne qui joue avec moi, ou alors on ne me laisse pas jouer dans les jeux, ou on ne m'invite pas à des fêtes d'anniversaire. Un adolescent, il va parfois s'isoler. Et à un moment, dans l'aspect social, ce qu'on va vouloir rechercher, c'est le faire un maximum participer. Alors, j'ai envie de vous dire, le TDAH, il a souvent un flot de paroles très, 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 très long. Alors, je ne vous demande pas de les arrêter, mais en fait, à un moment, il faut instaurer la technique de je parle, tu parles, je parle, tu parles. Et en thérapie, nous, on le fait beaucoup avec des jeux. C'est-à-dire que jouer avec son enfant, lui apprendre à reproduire des modèles, lui apprendre à observer un livre, lui apprendre à observer une image, ça paraît rien, mais ce sont quand même des conditions qui vont nous permettre, oui, de développer l'aspect social. Donc, un enfant TDAH, on va lui apprendre des jeux, mais on va aussi l'envoyer à l'école avec un jeu pour qu'il puisse faire participer d'autres enfants à ce jeu. Et c'est là où vous avez besoin de l'enseignant. Donc, je ne peux pas, moi seule, maman, tout résoudre. Il y a des choses qu'il va devoir résoudre sur le terrain de l'école. Et le social, c'est la famille et l'école. On est d'accord sur ça. Donc, dans ces deux lieux-là, il va y avoir des choses à mettre en place. La participation à un jeu dans un environnement familial, j'ai envie de vous dire à toutes les mamans, même si c'est très difficile, donnez-vous des temps de jeu. C'est incroyable ce qu'on peut découvrir sur nos enfants à travers le jeu, mais c'est aussi incroyable de se rendre compte qu'à travers le jeu, on peut instaurer. Attends une minute, est-ce que tu as regardé? Est-ce que tu as respecté la règle du jeu? Est-ce que tu as donné le tour à ton frère ou à ta sœur? C'est-à-dire qu'à un moment, le jeu est un moyen pour développer l'aspect social. Et je vais vous faire sourire, on joue à tous les âges. Ça, c'est Winnicott, d'accord? On joue à tout âge. Je joue avec des personnes seniors. Enfin voilà, on joue à tout âge, des gens de 76 ans, de 83 ans, de 50 ans, et évidemment des enfants beaucoup plus jeunes. Mais c'est sûr que le jeu, c'est quelque chose qui va nous permettre de développer l'aspect social, mais pas que des jeux sur table. Des jeux comme 1, 2, 3 soleil pour les tout petits, des jeux comme le football, des jeux d'équipe. Tout ça, ce sont des choses à favoriser. Et n'oubliez pas, ça va être aussi des moyens pour qu'ils libèrent l'énergie physique. D'accord? Donc, il y a ces difficultés de coordination dont on a légèrement parlé. Et la notion de participer à un jeu, ça va permettre aussi de développer l'aspect social. Maintenant, je veux aussi vous dire quelque chose. Parfois, dans le TDAH, on a des très, très grosses crises de colère et parfois, ça devient de la vraie violence. D'accord? À ce moment-là, il est évident que le parent seul, ça ne suffit pas. Il faut vraiment, vraiment mettre en place, en tout cas, la violence, c'est, je dirais, la chose la plus
intense d'une non-gestion des émotions. La non-gestion des émotions, ça vient souvent par une méconnaissance. Un enfant qui ne sait pas vous dire ce qu'il ressent, il va l'exprimer autrement et à l'extrême, quand c'est très intense, ça va devenir de la violence. Donc là encore, dans l'aspect social, il y a tout un travail à faire sur la gestion émotionnelle et je vais y arriver juste après, mais qui est à mettre en place. Et comment on va les aider, c'est assez intéressant. On va les aider en parlant. Parler des émotions. Et encore une fois, jamais à chaud. C'est pas quand votre enfant il est déjà en colère que vous allez pouvoir lui apprendre la gestion de cette colère-là. C'est pas quand vous êtes sur le rush du matin que vous allez pouvoir lui apprendre à pas oublier ses affaires. C'est pas quand vous êtes hyper pressé de finir votre journée et de tous les mettre au lit que vous allez pouvoir travailler sur le trouble de l'attention. Je suis désolée de vous le redire, mais finalement, éduquer, créer du changement, ça nous demande toujours un peu de temps. Alors, peut-être pas du temps en montre, parce que si on enlève tout le temps qu'on passe sur nos téléphones, tout à coup, on gagnerait beaucoup de minutes dans notre journée. Mais parfois, 5 minutes de qualité vont nous permettre de gérer ces crises de colère. Mais à chaud, je vais vous dire, on a juste des moyens très simples. C'est soit de séparer pour limiter un maximum la violence, soit de leur demander de s'isoler. Tu vas dans ta chambre, tu reviens quand tu es plus calme. Mais au moment où l'émotion elle est à son paroxysme, on a très peu d'outils à ce moment-là pour résoudre. Alors, la difficulté à garder des relations amicales, on va avoir besoin de beaucoup les aider. Et là, je vais vous dire, ça demande aussi d'ouvrir vos maisons. D'accord ? Il faut ouvrir ces maisons, inviter un ami. C'est des petites choses qui paraissent rien, mais est-ce que tu veux appeler un ami et vous lui faites faire toute la démarche? Tu invites un copain. Alors, à l'adolescence, c'est plutôt difficile de mettre en route. C'est quelque chose qu'il vaut mieux commencer avant parce que tout simplement, à l'adolescence, ça fait déjà partie de leur jardin secret et c'est des choses qu'on veut qu'ils mettent en place seuls. Mais l'aspect social, c'est clairement souvent un domaine où on va devoir les accompagner. Est-ce que ça va jusque-là? Parfait. Alors, on va continuer. Le TDAH ou l'enfant qui a un trouble de l'attention, ils ont très souvent un très, très fort sentiment d'échec. Pourquoi? D'abord parce que depuis qu'ils sont petits, on leur fait des remarques. Reste tranquille, assieds-toi. Ce mouvement, cette agitation motrice est souvent difficile et ça dépend beaucoup. Alors, dans la parentalité de Gordon, on parle de zone de tolérance du parent. Si le parent ne supporte pas le mouvement, forcément pour l'enfant, il va y avoir beaucoup de remarques par rapport à ce mouvement. Parfois, c'est à l'école que c'est mal supporté et parfois aussi, le mouvement le met en danger. Donc, il y a ce sentiment d'échec qui accompagne le trouble de l'attention. Alors, comment on va contrecarrer ça? Alors, une petite astuce, et je vous dis, chaque chose que je vous dis ce soir, c'est développé dans des ateliers parce que chaque chose mérite d'être faite sur un long terme, d'accord? Mais il faut se dire que si je donne une remarque à un enfant, je dois au moins lui donner 3 compliments, 3 choses, relever 3 efforts qu'il aura fait, relever 3 éléments positifs qu'il aura fait dans la soirée pour pouvoir contrebalancer. Parce que l'enfant se crée l'image de lui-même par rapport à mon feedback à moi d'adulte. L'adolescent, c'est un petit peu différent, d'accord? Il a déjà créé une image de lui-même. Un TDAH, il va très facilement avoir des pensées négatives que vous allez contrebalancer en lui donnant l'estime de soi. Alors tout ça, c'est des thématiques à part entière. Comment donner du sentiment de compétence, comment créer de l'estime de soi. Alors Yardena, je ne sais pas si tu veux autant de conférences, mais en tout cas, comment gérer les émotions. Je viens de faire 2 volets de conférences sur pas mal d'endroits. Mais finalement, chacune de ces thématiques-là, nous, mamans, nous pouvons les aider. C'est-à-dire, à un moment, si j'ai quelques outils dans l'aspect émotionnel, et j'ai envie de vous dire, la première chose, c'est d'être très clair par rapport à la frustration. Alors, c'est l'idée de dire que je ne dois pas être affolée lorsque mon enfant est frustré. La frustration, c'est un apprentissage aussi important que le plaisir. Mais le plaisir n'existe pas sans frustration. Écoutez bien, un enfant qui n'a que du plaisir, qui n'a jamais connu la frustration, il sera toujours insatisfait.
Le problème du TDA ou du TDAH, c'est qu'ils vont parfois réagir très fortement à la frustration. Donc nous, maman, ça nous réveille cette éternelle culpabilité. Oh là là, est-ce que je suis vraiment une bonne maman? Mais je ne lui ai pas donné, mais il me fait une colère et tout le monde me regarde et ainsi de suite. Mais je vais vous étonner, mais la gestion de la frustration, c'est un des éléments qui va vraiment les aider. Le problème, c'est que souvent, le parent, il lâche prise. Il va le laisser faire. Et encore une fois, vous voyez, ça nous renvoie à tout un tas de thèmes. Et voilà, une soirée ne suffira pas. On va finir quand même avec des pistes ce soir, mais des pistes de réflexion qui méritent chacune d'être approfondies. En tout cas, la difficulté du TDAH face à la frustration, elle vient de son impulsivité. Il veut la chose tout de suite, maintenant. Et moi, quand je vais lui dire dans 5 minutes, ça va le frustrer. Mais je vais vous étonner. Vous avez la réponse dans le problème. Puisque sa difficulté, c'est gérer de la frustration, je vais créer des situations, écoutez-moi bien, je ne veux pas l'emmener à être frustré et à perdre ses moyens, ce n'est pas ce que je veux faire. Mais je veux petit à petit l'habituer. Donc, il me pose une question, je dis, attends 1 minute, je suis un peu occupée. 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. 1 minute quand je réfléchis, 1 minute quand j'apprends, 1 minute quand je te donne une réponse, 1 minute quand j'observe un jeu, 1 minute, vous allez me dire, mais c'est quoi? Oui, c'est notre slogan. 1 minute. Il vous pose 3 questions à la vitesse de l'éclair. 1 minute. Je te réponds dans 1 minute. Et ça va lui paraître infiniment long. C'est pas grave, 1 minute. C'est pour ça que vous avez besoin de petites choses comme des timers, comme des sabliers. Et petit à petit, de 1 minute, vous allez ajouter 2 minutes, 3 minutes. Je suis occupée, tu vas faire un jeu tout seul. Cette difficulté qu'ils ont dans cette attente-là, ils ne font pas exprès. Mais ils ont besoin de l'apprendre et on peut le leur apprendre. Le dernier point, et ça, je veux beaucoup vous en parler, et j'ai rencontré une jeune fille ce matin elle avait 14 ans, c'est très intéressant, je lui ai fait un bilan. En fait, ce sont des enfants qui s'habituent à éviter ce qui les met en difficulté. Et souvent, l'évitement, ça a une cause émotionnelle. Si j'évite quelque chose, c'est quelque part parce que je sens que je vais échouer, ou alors que je me sens peut-être, j'ai une pensée négative, ou alors que j'ai peur. Enfin, encore une fois, ça revient toujours des peurs. Et c'est là où vous vous rendez compte que l'aspect émotionnel a un impact sur le TDAH. Alors, je ne vais pas aller au bout de tout ce qu'il y a, mais j'ai envie de vous dire, finalement, retenez quand même 3 choses. Si un enfant il a un trouble, je dois l'aider dans le domaine de l'organisation. L'organisation, c'est ce qu'on a vu un peu plus haut, ce sont ses rituels, ce sont ses routines, ce sont l'anticipation. Il y a un deuxième domaine où je peux l'aider, c'est le domaine émotionnel. Et le domaine émotionnel, à lui seul, il permet aussi de réguler fortement l'inattention. D'accord? Dites-vous que quand vous êtes en train de penser même à quelque chose de magnifique, à un événement très joyeux qui va vous arriver la semaine prochaine, vous serez un peu plus rêveur, vous serez un peu plus ailleurs. On est d'accord sur ça? Si j'ai une très grande amie qui arrive dans 3 jours que je n'ai pas vue depuis 10 ans, forcément, parce que je suis émue, même joyeusement émue, ça va me créer un petit peu une attention moins présente. D'accord? Je serai un petit peu ailleurs. La même chose, dites-vous que l'aspect émotionnel, c'est quelque chose forcément qui va permettre aussi un petit peu de recréer cette attention. Je n'ai pas parlé de la concentration, parce que la concentration, c'est à la fois 2 exercices et parfois, et oui, la question qu'il faut quand même entendre, il y a quelqu'un en salle d'attente, Yardena, c'est que je ne vais pas répondre ce soir à la question, c'est une question presque, j'ai envie de dire, un peu bateau. Alors, on est pour, on est contre pour le médicament. Je pense que ce n'est pas la bonne question à poser. La question à poser, c'est de se dire que quand il y a un trouble de l'attention, il y a différents domaines qui sont touchés. La concentration en est un. L'organisation en est un autre. L'émotionnel, c'est encore un autre domaine. Et vous voyez que ça a différents domaines qui sont touchés. Alors, la médication, je vais très clairement vous dire, pour certains, c'est une excellente solution, même si ce n'est pas la première que je prône, mais ça peut être une excellente solution pour si le niveau de concentration est très affecté, la médication, ça peut être quelque chose qu'il faut envisager. Surtout, et je vous dis, surtout si l'enfant est très dérangé. Donc la réponse, ce n'est pas « oui, je suis pour le médicament »,
ou non, je ne suis pas pour. La réponse, elle n'est pas ici. Le médicament ne vous résoudra pas tous les autres problèmes. L'organisation, vous devrez la travailler. Les émotions, ce sera à en parler. On devra lui donner des outils pour rester dans un groupe, pour envisager l'empathie, etc. Donc, il y a tout un tas de choses à construire. Parfois, vous mettez ces choses en place, ça suffit. Parfois, ça ne suffit pas. Et j'ai envie de vous dire, je n'ai jamais de réponse à cette question. C'est du cas par cas. Et la réponse, vous savez qui c'est qui l'a en fait, c'est l'enfant. Ce n'est pas le parent. Et c'est aussi déculpabilisant pour ceux qui ont choisi de donner un médicament. Ce n'est pas pour le parent qu'on donne le médicament, c'est pour l'enfant. S'il en a besoin et que vous arrivez à un stade où vous l'envisagez, c'est qu'il en a besoin. Alors, donnons-le lui en lui donnant un maximum de conditions autour. Si on vous signale des difficultés, sachez qu'il existe aussi beaucoup d'alternatives. Peut-être qu'il faut commencer par celle-là aussi. La réponse vous appartient totalement. Mais quel que soit le choix que vous ferez, dites-vous toujours, le médicament aide pour la concentration. Tout le reste à faire. Donc, dans tous les cas, quel que soit le choix que vous ferez, à un moment, tout le reste à faire. Et j'ai envie de terminer en vous disant ce qu'on nous a appris, ce qui sont pour moi les bases pour tout enfant, qu'on parle du TDAH, qu'on parle de handicap, qu'on parle d'enfants ordinaires. J'ai envie de vous dire, et je vais le dire peut-être hors écran une minute, un enfant n'est jamais ce que vous voyez de lui. Mon enfant n'est pas ce qu'il me montre. Il y a encore tout un champ de possibles à mettre en place. Donc, la question de l'hyperactivité, la question du trouble de l'attention, elle se pose ailleurs. Elle n'est pas pourquoi il est hyperactif, j'en sais rien. C'est un trouble neurologique. Pourquoi il n'a pas d'attention? Pourquoi mes autres enfants savaient se concentrer? Pourquoi lui, il est le seul qui ne sait pas apprendre? Pourquoi? Arrêtons avec les pourquoi. Comment je vais l'aider à s'organiser? En instaurant quelques bonnes habitudes. Comment je vais l'aider à se concentrer? En allant voir des professionnels qui vont l'aider à travers le mouvement, à travers des exercices cognitifs, à travers de la remédiation, et peut-être aussi avec un médicament. J'en sais rien, je ne sais pas ce que vous allez choisir. Mais comment je veux l'aider? Lui n'est pas mon problème. Je suis sa solution. C'est dans l'autre sens qu'il faut le voir. Un enfant a toujours un potentiel qu'il n'a pas exprimé. C'est pour ça qu'il est enfant et c'est pour ça qu'il a besoin de nous. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai envie de vous dire, n'oublions pas que l'énergie, c'est la vie, que le mouvement, c'est la vie. Un électron libre se détruit. L'atome est tout le temps en mouvement. Alors, on veut des enfants poupées, on veut des enfants robots. Il y a des enfants qui ont plus d'énergie. L'élément clé, est-ce que cette énergie est tellement forte qu'elle le dérange? Remettons l'enfant au centre. Si elle me dérange, ce n'est pas suffisant. Si elle le dérange, je dois l'aider. Donc, rappelez-vous toujours, il y a quand même quelque chose ici à remettre au centre. J'ai un rôle crucial. Je peux l'accompagner, je vais l'accompagner, mais il doit rester au centre. Et je vais vous dire, avec les années, je vois que je rencontre beaucoup d'enfants qui prennent de la médication et ça les aide vraiment. J'en vois beaucoup d'autres qui l'ont prise, mais ça n'a pas résolu tous leurs problèmes d'apprentissage. J'en vois qui n'en ont jamais pris et ça se passe bien. Je suis en train de vous dire, il n'y a pas une seule façon de penser. Il n'y a pas de dictature. À chaque enfant, à chaque histoire, à chaque contexte, on écrira un livre. Mais il y a quand même des choses qui sont communes. Si vous arrivez, et encore, je n'ai pas été au bout parce qu'il est déjà l'heure, mais sachez que si vous arrivez à instaurer des petites choses qu'on a vues ce soir dans votre quotidien, vous irez loin. Alors évidemment, je suis frustrée aussi un peu ce soir, mais ce n'est pas grave, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin. D'accord? Alors, Yardena, si tu me permets, Bien vous sûr. savez que j'enseigne la méthode Feuerstein. Le grand slogan de cette méthode, c'est le 1 minute, je réfléchis. Vous voulez l'apprendre, vous ne voulez pas l'apprendre, vous voulez juste une initiation, tout est proposé et à partir, en tout cas, attendez le mois d'avril, d'accord? Il y a des programmes pour adolescents, il y a des programmes pour seniors, il y a des programmes pour jeunes enfants. Alors, je ne dis pas non plus que c'est la méthode miracle, alors que c'est une méthode, une approche que je connais depuis très longtemps que j'utilise. C'est une approche intéressante.
Parfois, ça ne suffit pas. Parfois, il faut d'autres approches. Mais en tout cas, ça nous donne beaucoup, beaucoup d'outils sur ce qu'on peut faire en tant que parent. N'hésitez pas, si vous avez des questions, en tout cas, j'espère qu'on pourra écouter des questions déjà ce soir, mais en tout cas, je vous laisse un téléphone professionnel. N'hésitez pas par WhatsApp, il y a des ateliers de parents qui existent sur l'hyperactivité. Il y a des ateliers que j'anime sous la même forme que ce qu'on vient de faire ce soir. Ce n'est pas forcément des longues formations, mais sachez quand même qu'avec beaucoup de rigueur, des parents ont fait des changements énormes sur des enfants en situation, en tout cas qui avaient des troubles de l'apprentissage, des troubles de l'attention, des situations de handicap. En tout cas, voilà, j'ai envie de vous dire, on a quand même beaucoup de choses qu'on peut leur apporter et c'est sur ça qu'il faut se focaliser. Après, je veux aussi vous dire, les étiquettes, ils en ont. Une fois qu'on connaît, on sait ce à quoi on a affaire, et ben voilà, ça nous donne quand même beaucoup de champ. Waouh. Alors, je ne vois personne. C'était voilà, c'est très surprenant. Je n'ai pas l'habitude de le faire sous cette forme-là, mais voilà, je te fais confiance, Yardena. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je ne sais pas s'ils peuvent ouvrir leur micro. Est-ce que ça se fait à travers le chat? Tout le monde, mais j'aimerais vraiment rebondir sur cet exposé juste fantastique. Raya, merci infiniment. Je sais que tu l'as préparé spécialement pour le wellness et ça a dû demander beaucoup de travail, beaucoup de concentration et tu nous as donné vraiment des clés. Vraiment, c'est un résumé de tellement de thématiques tellement importantes à développer et on ressort avec des choses vraiment très concrètes. Merci beaucoup, Raya, vraiment. Et il y a beaucoup de messages. Voilà, je vous en prie. Après, c'est toujours un peu frustrant parce que quand on donne des pistes, ben, on reste avec beaucoup de questions aussi. On va voir si on peut répondre à quelque chose ce soir. Je ne sais pas si vous en avez ou sinon on se quitte comme vous voulez. Vous avez le micro ouvert. Vous pouvez intervenir et poser vos questions à Raya. Voilà. Personnellement, j'ai pas de questions, mais je voulais dire que c'était très clair et que c'était super. Enfin, ma fille avait TDAH et ça m'a fait vraiment un peu comprendre ce qui lui arrive, quoi. Donc, merci beaucoup. Alors voilà, en tout cas, elle ne fait pas exprès, mais alors je ne sais pas quel est votre prénom et je n'ai pas besoin de le savoir. Mais ce qui est important, voilà, c'est avec comment je me permets d'insister dessus. Les routines, pour eux, c'est très difficile. Mais à un moment, c'est grâce à la routine qu'on n'oublie plus. C'est un grand, je ne sais pas si vous avez plusieurs enfants, mais c'est aussi un grand gain d'énergie pour une maman. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Alors déjà, bravo pour la conférence. C'est super. Ça apporte énormément. Parce que justement, aujourd'hui, j'ai eu justement un rendez-vous avec les maîtresses de ma fille qui m'ont dit, elle tient pas en place, etc. Et justement, elle aurait peut-être besoin de la Ritaline. Et donc, elles m'ont dit qu'il fallait poser un diagnostic, etc. Mais on a aussi le problème de l'hypersensibilité par rapport au bruit, par rapport aux matières, par rapport à tout, aux sentiments. C'est vraiment, elle est aussi dans l'hypersensibilité. On est vraiment dedans, quoi. Donc ça aussi, quels conseils on peut recevoir par rapport à ça? Alors, j'ai envie de vous dire plusieurs choses. D'abord, sachez, et ça le médecin vous le dira, d'accord, il n'existe pas qu'une seule molécule. La Ritaline, c'était la première. Il y a beaucoup d'enfants qui ne le supportent pas, donc on est obligé de passer. Il y a le Vivens, il y a le Atent, il existe plein de molécules. Et ça, c'est clairement médical. Donc, ce n'est pas des choses qu'un enseignant, ils peuvent vous dire on suspecte, mais après, c'est vraiment une démarche médicale et il faut vraiment la faire médicalement. Par contre, tout ce que vous dites sur l'hypersensibilité, là, oui, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors, la gestion des émotions, je vous dis, je viens de faire une bonne série de conférences sur les émotions. Et en tout cas, voilà, moi, je reste accrochée un petit peu à ma méthode, mais simplement parce que, voilà, je trouve que les outils sont super intéressants et fantastiques. Mais j'ai envie de vous dire, les émotions, il y a déjà quelque chose de culturel. Premièrement, il faut en parler. Deuxièmement, il faut les nommer. Et ensuite, il y a tout un travail à faire à partir de là. Ça paraît simple, ce que je vous dis. Mais vous savez que pour une maman, de dire « Ah, moi, aujourd'hui, j'ai eu ça dans ma journée, je me suis sentie comme ci, comme ça », c'est pas si évident. Ça nous demande quand même une forme de partage, d'ouverture. Donc, ce n'est pas suffisant pour régler l'hypersensibilité.
mais c'est aussi une piste. Est-ce que vous êtes avec moi toujours? Parce que je vous dis beaucoup d'informations, je ne sais pas si ce n'est pas trop rapide. Alors, il y a une question, Raya. Si un enfant souffre uniquement de problèmes émotionnels et d'impulsivité, est-il considéré comme hyperactif? Alors, je vais vous dire, il y a des paramètres, d'accord? C'est noté sur 8. Franchement, le questionnaire du DSM, vous pouvez le trouver sur Internet. Et très souvent, on le donne aux parents, c'est-à-dire que c'est le parent qui remplit. Vous avez d'autres batteries d'échelle, etc. Moi, j'ai envie de vous dire, le diagnostic, il faut vraiment le poser. Mais même quand vous le posez, dites-vous toujours que c'est parfois un cheveu. C'est-à-dire que quand un enfant il est très gêné par son émotionnel, eh ben, il a beaucoup de mal aussi à se concentrer. C'est des choses qui sont liées. Par contre, l'impulsivité, c'est quelque chose qu'on peut beaucoup, beaucoup travailler. Et je vous dis, le 1 minute, je réfléchis, les sabliers, les timers, des techniques d'observation, c'est ce qu'on fait, voilà, en tout cas quand on veut traiter l'attention, la concentration, etc. C'est des choses qu'on instaure, la régulation d'impulsivité. Et ça, vous pouvez vraiment le faire. Je vous le dis, ça va vous faire sourire, mais en jouant. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de choses qu'on peut faire en jouant. Alors après, voilà, c'est sûr que ça s'apprend. C'est pour ça qu'il y a des journées d'initiation. Je vous recommande. Hein, c'est intéressant de savoir qu'avec quelques outils, un parent, il peut quand même travailler l'impulsivité. Mais ça demande que nous, les parents, ne soyons pas trop impulsifs. Mais n'oublions pas que dans la société d'aujourd'hui, tout doit aller très vite. Donc, si vous voulez que vos enfants ne soient pas impulsifs, il faut déjà que nous, on ralentisse dans une vie où on va très vite. Je ne sais pas si je réponds à vos questions, il faut me le dire. Hein. Oui, bien sûr, tu réponds. Merci beaucoup, Raya. Donc, il y a déjà beaucoup Est-ce de qu'on messages. s'arrête là? Est-ce qu'on a des questions? Vous pouvez intervenir en réactivant vos micros. Moi, j'ai une question. Oui. Donc, je suis maman d'un enfant qui a été diagnostiqué TDAH, qui est sous traitement. Donc là, on est sous du Medikinet, qui a fait 3 écoles déjà, qui est en CP. C'est très compliqué. Là, j'ai dû me mettre à mi-temps justement pour pouvoir lui faire la moitié du programme à la maison parce qu'à l'école, c'est vraiment trop, trop compliqué. Et en fait, ma question, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entre-deux, c'est-à-dire que soit on les met en Ulysse avec des enfants qui ont des vrais handicaps, soit ils sont noyés dans des structures où c'est un peu compliqué. Et du coup, ben, je sais pas trop comment aider mon enfant parce que bon, là, le traitement lui fait du bien. Mais c'est vrai que malgré tout ce que j'essaie de mettre en place à la maison, à l'école, c'est très compliqué. Donc, Alors, quel conseil, en fait Élodie, j'ai besoin de reformuler votre question parce que là, vous évoquez une difficulté qui est celle de la structure. Et Oui, c'est vrai ce que vous dites, les TDAH, parfois, on a besoin, en tout cas souvent, on les fait passer en Ulysse, donc ce qu'on appelle l'éducation spécialisée, parce que la structure ordinaire ne va pas répondre à leurs besoins. Ça ne doit pas être un état de fait, d'accord, mais à un moment, ça dépend combien on court contre la montre, et ça dépend aussi à combien le trouble a affecté ses apprentissages, et donc il va falloir lui donner des conditions pour qu'il puisse re-rentrer dans l'apprentissage, compenser tout ce qu'il n'a pas appris, etc. Mais j'allais vous dire, en tant que maman, si vous n'avez pas une structure idéale, le premier grand défi, c'est parfois juste le choix de la structure adaptée. Et ça demande, en tout cas d'abord, Élodie, j'ai envie de vous dire, moi je suis très émue de voir qu'une maman est capable de faire passer son enfant en premier et de dire je me mets en disponibilité. Alors, c'est pas quelque chose que je vous souhaite, enfin voilà, c'est pas quelque chose que je trouve souhaitable. On devrait avoir des structures qui répondent aux besoins des enfants, mais en attendant, vous avez fait ce choix et j'ai envie de vous dire, rien que pour ça, bravo. C'est-à-dire, vous êtes arrêté, vous avez dit, mais attendez, j'ai pas ce qu'il me faut pour mon enfant, donc je me mets en disponibilité pour l'accompagner au mieux. Élodie, déjà pour ça, bravo. Vous de l'avez dit. base, on me l'a un peu imposé, mais au final, je trouve que c'est vraiment une très bonne solution parce qu'il a énormément progressé. Et vous avez l'énorme satisfaction de dire que c'est grâce à vous. Vous avez le droit de le dire, Élodie, d'accord? Et je pense qu'il faut, voilà, il faut pas minimiser ce qu'on met en place pour nos enfants. Et voilà, comme vous dites, ça a été imposé. Vous auriez pu le vivre de manière frustrée. Vous avez optimisé cet état de fait qui a des implications diverses, notamment financières. Donc, c'est pas juste un simple choix que vous avez fait et l'accompagner au mieux. Par contre, Élodie, c'est vrai que là, je vous dis franchement, c'est important que vous ayez des professionnels pour, voilà, ne serait-ce que pour, enfin, je suppose que vous faites un peu du programme avec lui.
Donc, pour vraiment lui donner des stratégies d'apprentissage plus que des contenus. Lui apprendre à apprendre de par lui-même, c'est aussi important que de lui apprendre des contenus. Est-ce que c'est clair pour vous ce que je dis, Élodie? Pour moi, c'est aussi important de lui poser des questions comme quand je te donne un exercice, d'où tu pars, par où tu commences, quels sont les mots importants, qu'est-ce que tu as compris de ce qui t'est dit, qu'est-ce qu'on t'a demandé. Vous voyez, tout ce temps en amont de l'exercice que l'exercice lui-même. C'est un petit peu, nous, on appelle ça la différence entre des moyens pour apprendre et le contenu, le savoir lui-même. Élodie, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui. Après, en fait, je sais pas si on peut actuellement répondre à ma question. Je pense que bon, je nage un peu dans plein de choses parce que bon, on est en train de monter le dossier MDPH. Il y a un Super suivi qui est important. autour. Ouais, super Il y a important, la il y a plein de reconnaissance. choses, mais c'est vrai que bon, en réalité, les conseils qu'on attend, on ne sait pas s'ils vont être. Enfin, c'est compliqué, quoi. La réalité, elle nous rattrape. Oui, en même temps, je pense que vous avez mis déjà la première clé, et c'est une clé que j'ai même pas mis dans le PowerPoint, c'est déjà la disponibilité du temps. Il faut du temps aux parents pour pouvoir mettre en place, voilà, ne serait-ce que l'organisation, ne serait-ce que les apprentissages, l'émotionnel. Donc, ce temps-là est nécessaire. Après, Elodie, j'ai envie de vous dire, vous avez sûrement déjà mis en place des prises en charge individuelles. J'imagine que oui, mais peut-être pas encore. Si, bien sûr, depuis longtemps même. Depuis longtemps, d'accord. Merci en tout cas. Je vous en prie. Après, voilà, si je peux apporter autre chose, Élodie, même par téléphone, je le ferai avec plaisir. Enfin, voilà, si vous voulez, demain, on peut aller plus loin avec grand plaisir. C'est gentil, merci. À vous, Élodie. Bon courage. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux déconnecter? Alors, je suis très frustrée. J'ai vu personne Yardena, mais il y a plein de noms que je reconnais. Donc, voilà. Oh là là, je suis désolée d'avoir Non, posé ça va, ça avait changé par rapport à l'autre fois. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que je peux déconnecter? Simanejar, vas-y, si tu veux poser ta question avec plaisir. Sima? On se dit bonsoir? Alors, elle n'arrive pas à connecter son... pourtant, tout est réouvert. Oui, bonsoir, merci. Oui, Avec- bonsoir. Bonsoir Raya. Alors, voilà, moi j'avais une question, c'est que j'ai donc mon enfant qui est au Kheder maintenant et c'est un enfant qui m'a toujours donné beaucoup de challenges et je me suis souvent posé la question, c'est vrai, s'il était hyperactif ou pas. Je n'ai pas vraiment la réponse, je n'ai pas du tout fait les démarches parce qu'il ne répond pas à tous les critères dont tu as parlé ce soir. Mais c'est vrai qu'au niveau émotionnel, au niveau impulsivité, c'est toujours, c'est pas évident. Et ce qu'il y a maintenant, c'est qu'il défie beaucoup l'autorité à l'école. Il est en quitté à l'EF. Et ces derniers temps, voilà, je ne sais même plus comment faire pour. Il a réponse à tout, en fait. Il se croit tout permis. Et voilà, il a un problème au niveau du cadre. Alors, je précise qu'il fait des séances Firestyle depuis le début de l'année. Donc, c'est super. Je suis déjà très contente. Mais c'est vrai que c'est pas évident j'ai pas les outils. Je sens que des fois il me manque des outils. Alors je me demande à partir de quel moment est-ce qu'il faut peut-être penser à lui faire le test ou pas, ou Alors, voilà, en sachant qu'il est aussi très très sensible et voilà. ok, alors, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de choses très similaires. On peut aussi, je ne veux pas vous donner tous les noms des troubles qui existent, mais peut-être que tu as déjà entendu parler de ce qu'on appelle du trouble de l'opposition. Et ça peut être très souvent une histoire de précocité, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une question d'hyperactivité, c'est des enfants qui sont très intelligents, plutôt très bons dans les apprentissages, mais voilà, qui ont une réponse à tout, qui nous donnent beaucoup de fil à retordre, mais pour une autre raison. C'est-à-dire parce qu'eux, ils sont un petit peu au-dessus de la norme, ils ont énormément d'intuition, ils savent très bien appuyer sur le bouton qui fait mal. Donc, j'ai envie de dire, là, il y a quelque chose déjà à éclaircir. Est-ce qu'il y a une difficulté d'apprentissage? Est-ce qu'il y a une difficulté? J'ai pas assez d'éléments et en tout cas, je peux pas mettre un diagnostic, sûrement pas par Zoom. Mais j'ai envie de dire, si ça commence à être, en tout cas, ça a l'air de durer puisque tu as l'air de dire que ça a toujours été un challenge.
Après, il faut voir si c'est plus le domaine émotionnel ou est-ce que ça ne le dérange pas dans les apprentissages. Si l'enfant n'est pas dérangé dans ses apprentissages, alors il faut aller peut-être parfois juste par une prise en charge, une thérapie émotionnelle, et il y en a tout un tas. Ça peut être fait par un psychologue, une psychothérapeute. Enfin, j'ai envie de dire, il y a tellement de pistes que d'abord, il faut savoir où est la difficulté. Enfin, je sais pas si on parle dans ce que tu décris d'hyperactivité, c'est pas forcément. Maintenant, on a des enfants qui ont un trouble d'hyperactivité, oui, qui respectent pas les règles, oui, qui sont dans l'opposition. On a aussi ça. Donc là, D'accord, non, parce qu'en sachant, c'est vrai non, au niveau des apprentissages, tout va très bien, mais c'est vrai qu'il tient pas en place. Et ça, depuis petit. Depuis petit, il avait même pas 2 ans, je ne mettais pas encore des mots dessus, mais c'est vrai que il tient pas en place. ouais. J'arrive pas à l'occuper. Non, voilà. Alors oui, ça mérite. Oui, ça mérite. Un enfant qui ne tient pas en place ni pour un repas, ni pour... Enfin voilà, qui a une grande agitation motrice, il a peut-être besoin d'être aidé sur ça. Et oui, ça mérite un diagnostic. Alors je redis, les personnes qui font les diagnostics, d'abord, il faut en parler au pédiatre. C'est des choses qui sont très connues. Je ne suis pas venue avec ma grande invention ce soir. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment des troubles qui sont connus. Ça existait déjà dans le DSM-4, c'est dans le DSM-5. Donc, ceux qui sont un petit peu professionnels de santé connaissent ça. Donc, j'ai envie de te dire, premièrement, tu en parles à un pédiatre. Le pédiatre, il va te demander, soit il va te donner lui. Alors, parfois, il y a des pédiatres qui font eux-mêmes le diagnostic. C'est aussi intéressant. Ils ne sont pas nombreux. Mais il y en a, voilà, sur la base de questionnaires, à toi, maman, et à l'enseignant, ils vont très vite vous dire, alors il faut déjà commencer des prises en charge. Donc, parfois, un bon pédiatre, ça suffit. Parfois, il faut aller affiner le diagnostic. Donc, vous allez soit vers un psychologue, soit vers de la neurologie, donc neurologue, etc. Mais aujourd'hui, poser le diagnostic du TDAH, c'est un professionnel de santé qui le fait. Mais encore une fois, Sima, c'est une ouverture de porte. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est que tu dises, je mets un nom pour pouvoir l'accompagner au mieux. Après, l'hypersensibilité, vous êtes plusieurs à en avoir parlé, et c'est vrai que très souvent, on la trouve associée au trouble de l'attention. Donc là, tu me parles quand même d'agitation motrice, d'hypersensibilité, ça mérite d'aller voir. Ok, merci beaucoup. Voilà, allez, bonne chance. Mais en tout cas, en tant que maman, j'insiste beaucoup. Oui, ce sont des défis. Oui, ça nous demande de l'énergie. Mais encore une fois, la reconnaissance du trouble parfois permet aussi beaucoup de déculpabiliser, c'est-à-dire de comprendre que c'est pas moi qui fais mal. Il est dérangé par quelque chose. Ce quelque chose, c'est pas un détail, c'est quelque chose qui le parasite beaucoup dans sa manière de répondre, dans sa manière de ressentir les choses, dans sa manière d'appréhender sa réalité. Et oui, aujourd'hui, c'est un trouble qui est bien connu, bien plus connu qu'il y a même une dizaine d'années. C'est triste à dire, mais il y a beaucoup d'adolescents qui ont été renvoyés des structures, donc après qui ont connu la rue, qui ont connu la délinquance, mais il y avait probablement un TDAH au départ. Donc il faut aussi se rendre compte qu'aujourd'hui, diagnostiquer tôt, c'est aussi les aider encore plus tôt. C'est aussi ça qui est intéressant, Sima. Absolument, bravo Raya, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Est-ce que ça va pour ce soir? Je sais très bien, je savais ni que je finirais le PowerPoint, ni que j'allais répondre à toutes les questions. Mais je pense que le but de ces soirées, c'est soit de nous rendre alerte quand on ne sait pas encore, soit s'il y a un diagnostic, c'est de se dire il y a quand même, ne prenons pas un diagnostic comme une fatalité. Je suis désolée de vous dire, mais je travaille dans le handicap et parfois lourd. Le TDAH, oui, c'est un handicap, c'est reconnu, ça donne des droits, mais ça laisse quand même un grand champ de possibles. D'accord? Je veux quand même terminer en vous disant, sachez que des TDAH hyper doués, il y en a quand même 30% parce qu'ils ont moins besoin de dormir, parce qu'ils font 10 000 choses à la fois. Le multitâche, d'accord, c'est pas quelque chose que j'ai pu développer ce soir, mais vous allez les retrouver dans des gens très compétents aussi. Il y a quand même 30% d'hyperactifs. Moi, je serais bien contente à mon âge de pouvoir faire autant de choses, autant de pêche qu'eux. Bon, ça marche pas toujours. Est-ce que ça va pour ce soir? On s'arrête là? Oui. C'est parfait. Merci beaucoup, 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 Raya. Ça a été un merveilleux cadeau que tu nous as offert. Avec grand plaisir. Allez, bonne chance à toutes les mamans, les papas, ceux qui sont parmi nous. Et rappelez-vous, l'énergie canalisée, c'est une grande lumière. C'est pas toujours simple, l'énergie, la lumière, ça nous aveugle, ça nous donne chaud, c'est pas toujours confortable. Ça nous demande un bon coup de respiration.
mais quand on y arrive, c'est extrêmement beau à voir. D'accord? Magnifique, Raya, magnifique. Allez, je vous dis une bonne soirée. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. C'est un beau voyage, mais voilà, c'est un voyage tonique, l'hyperactivité, quand elle est avec l'agitation motrice. Pour les rêveurs, c'est pas plus facile, sauf ils sont moins bruyants, donc eux, ils sont pas renvoyés. Donc, c'est plus calme. Voilà, allez, je vous dis une bonne soirée à tous. Merci, Raya, merci beaucoup. Allez, merci à vous.